Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais parler du coup du queer coding et donc je vais expliquer c'est quoi le queer coding. Donc le queer coding ça peut se traduire en français par personnage filigrané et donc personnage filigrané ça veut dire quoi? C'est un personnage qui implicitement possède des caractéristiques associées à la communauté LGBT et donc si on a de la lumière. Donc la lumière, ça veut dire la connaissance de la culture LGBTQIA+, on peut voir à travers la lumière que le personnage, il est LGBT. C'est ça l'idée de personnage filigrané. Et filigrané, je reprends un verbe de 1988, je crois. En gros, c'est un vieux filigrané, c'est un vieux verbe qui a été inventé pour parler du papier et que je mets au participe passé pour caractériser les personnages queer codés. Donc personnage filigrané. Ça permet du coup d'éviter l'anglicisme parce que l'anglicisme c'est pas le débat. Et ça permet aussi de décrire en fait les personnages queer codés, sachant que le queer coding, il y a une dimension culturelle parce que l'idée de queer codé ça vient du code aussi. Ça vient des codes américains en fait. C'est pour ça qu'on dit queer codé. Donc ça permet de se réapproprier le concept de manière française, en accord avec ce que dit l'Académie française. Même si, en fait, le but c'est de dire que l'anglicisme c'est pas le débat, donc on francicise, on traduit les termes en gros. Voilà, c'est ça l'opération. Et du coup, donc queer coding, personnage filigrané, queer baiting, diversité appétante filigranée, parce que la diversité, elle est diversité esquissée ou diversité appétante filigranée ou diversité esquissée appétante filigranée. Pourquoi? Parce que le queerbaiting, donc j'en ai pas parlé, mais c'est l'idée de on esquisse des personnages issus de la diversité. C'est pour ça que je dis diversité esquissée filigranée ou diversité appétante filigranée plutôt. Parce que l'idée c'est d'esquisser des personnages issus de la diversité pour appâter les lecteurs issus de la diversité. Et du coup, c'est une mauvaise pratique parce que les lecteurs, ils sont déçus. Parce qu'au final, on se retrouve avec des personnages qui sont là, mais ils sont esquissés. Ils sont pas tridimensionnels. Ils sont esquissés. Et ils sont présents en arrière-plan pour faire croire à la profondeur d'un monde qui n'est pas profond. Et pour faire croire qu'il y a des personnages issus de la diversité. Alors qu'en réalité, c'est juste pour que l'auteur, quand il fait du queerbaiting, il veut juste cocher une case. Et en gros, les fans des communautés concernées sont déçus. C'est pour ça qu'on dit queerbaiting ou diversité appétante filigranée. Parce que la diversité, elle est implicite, elle est esquissée, elle est en filigrane. Il faut avoir les connaissances pour comprendre les références. Le lecteur doit avoir les connaissances pour comprendre les références queer, implicites, mobilisées par donc les références LGBT+, implicites, mobilisées par l'auteur pour comprendre que le personnage est LGBT. C'est-à-dire que le queer coding et le queerbaiting, ils fonctionnent sur ce que j'appelle une vision constructiviste de la narration. C'est quoi une vision constructiviste de la narration? Donc c'est moi qui ai inventé, c'est le paradigme du puzzle, donc c'est mon concept. Le paradigme du puzzle, c'est quoi? C'est l'idée que l'auteur, il dit des choses implicitement et c'est le lecteur qui va mettre, en gros, une bonne histoire, c'est un puzzle dans lequel il y a des trous, mais tu vois la forme des trous du puzzle, en gros c'est ça. C'est la métaphore du puzzle qui résume bien. T'as un puzzle qui est presque complet en gros, mais t'as la forme des pièces qui manquent. Et du coup, le lecteur, il peut reconstituer les pièces du puzzle qui manquent avec ses connaissances. Et c'est le principe même du queer coding, c'est-à-dire que si le lecteur, il comprend pas l'implicite, le queer coding, bah, il a pas d'effet. C'est pour ça qu'on peut dire que ça s'apparente au dog whistle, à l'idéologie ou au double discours. Et c'est très intéressant de l'analyser du point de vue de l'idéologie et du double discours. Pour la partie queer coding et la partie queerbaiting, c'est très intéressant. On peut dire que le queerbaiting, c'est même une forme de dog whistle, d'idéologie ou de double discours. Donc je vais définir c'est quoi l'idéologie et le double discours et pourquoi j'en parle. Alors je me suis formée, donc le double discours, donc je me suis renseignée avant, ou dog whistle en anglais, qu'on peut traduire par appel du pied, c'est le fait
avec des personnages aux caractéristiques implicites, de faire croire qu'on est l'allié d'une communauté, alors qu'en réalité, on cherche juste à cocher une case, à paraître progressive. Et du coup, le queerbaiting, ou la diversité filigranée esquissée, ou le tokenisme narratif, comme on peut dire. Donc, tokenisme narratif, bon, j'utilise plein de termes, mais c'est pour dire la même chose. Donc, tokenisme narratif, c'est le fait de, en gros, on met un personnage queer, mais il n'est pas mis en avant. En gros, il y a un personnage LGBT dans l'histoire. Par exemple, un personnage qui est... une personne lesbienne, admettons. Il y a un personnage, elle est lesbienne. Elle est en couple. Qu'est-ce qui se passe ? C'est du tokenisme. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils n'ont pas d'happy ending. Et donc, ça veut dire que le personnage, il va juste avoir son baiser à l'écran et après, il va disparaître. Pour X ou Y raison. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tokenisme narratif. Et du coup, c'est problématique parce que ça a aussi été nommé comme le Dead Lesbian Syndrome. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que, en gros, mettre un... C'est plus fait dans les films maintenant, je crois. Enfin, en gros, maintenant, les gens, ils savent où on veut en venir avec ça. C'est-à-dire que on essaie d'appeler les communautés concernées à voir le film en mode « Oh, vous serez représentés ». Bon, là, j'ai un peu tout mélangé, en fait. Parce que là, en gros, le problème, c'est que c'est explicite. Sauf que là, avec le queerbaiting, c'est beaucoup plus subtil. Et on peut parler de dog whistle parce que, par exemple, il va y avoir des éléments queer que la plupart de la population ne va pas comprendre. Mais que la communauté queer va comprendre. Et c'est ça le principe du queerbaiting et du dog whistle. C'est utiliser... Donc, le dog whistle, l'idéologie... Non, pardon. L'idéologie... Bon, en gros, le double discours, ou le dog whistle en anglais, c'est le fait d'utiliser des signes qui, a priori, sont pas compris par le reste de la population. C'est-à-dire que tu utilises des références que les personnes hétéros qui sont pas queer, du coup, les personnes qui sont pas gays, elles vont pas comprendre pour attirer les personnes queer. Donc ça, c'est le queerbaiting et ça s'apparente au dog whistle parce qu'on utilise des références que les autres, ils comprennent pas pour attirer des gens en leur faisant croire qu'ils sont représentés alors qu'en fait, c'est faux. Et le dog whistle, c'est pareil. Par exemple, les tatouages de Louis Sarkozy. Les tatouages de Louis Sarkozy, c'est un appel du pied à l'extrême droite qui est discret parce que personne ne connaît la signification des tatouages de Louis Sarkozy. À part des nerds qui sont vraiment allés chercher les significations pour dire « Oh, ce tatouage-là, ça vient de là, de là, de là, de là, de là. » Et Klemovic qui a fait une review du coup des tweets. C'est-à-dire que la Clémocorp, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait « Oh, Louis Sarkozy, tatouage hyper mascu. Lololol, kéké originel, bon, on va essayer d'aller plus loin. » Et ils ont analysé les tatouages pour montrer pourquoi, en gros, déjà c'était un peu bizarre. Ça rejoint un peu les conclusions de certains féministes, en gros. En gros, l'idée, c'est de dire pourquoi il a ces tatouages, pourquoi est-ce qu'il surjoue autant la masculinité Louis Sarkozy, en gros. C'est ça le but. Et avec ce questionnement en fond que toutes les personnes queer qui ont regardé Klemovic, ils ont, c'est les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? Et tiens, c'est le titre d'un livre, tiens. Et donc ça permet d'aborder, en fait, ça permet... En gros, le dog whistle, qu'est-ce que ça permet ? Ça fait un appel du pied à l'extrême droite qu'on peut critiquer. Et en gros, à côté, il y a aussi cette idée d'hyper-masculinisation et de masculinisme à l'extrême droite. On peut se demander, les féministes, elles le disent, c'est-à-dire que le masculiniste, c'est nocif pour les hommes. Et la question qu'on peut se demander, c'est quelle fragilité dans l'identité des mecs cis, le masculinisme et l'hypermasculinité. Donc par exemple, Louis Sarkozy, c'est un exemple, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça vient combler en fait comme faille dans l'identité cis ? Et c'est là où les livres des féministes comme Léane Alestra, oui, du coup je cite Léane Alestra et son livre qui s'appelle « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» Et bah ça offre une perspective pour voir que le masculinisme, l'hypermasculinité et l'extrême droite, ça, en gros, ça nuit aux hommes autant que aux minorités. Et c'est là où je veux en venir, où dans la représentation, c'est parce que... Oui, du coup, je suis partie par Louis Sarkozy. Mais l'idée, c'est de dire quoi ? Que
les féministes, comme Léana Lestra, je crois que ça se... Oui, Léana Lestra, et en fait, ça donne une autre perspective de l'analyse politique et ça montre à quel point la représentation, elle est importante parce que, en gros, sans représentation queer, les personnes queer, elles ont plus d'endroits où être elles-mêmes, où se reconnaître, elles ont plus de fiction à regarder parce que les fictions dominantes sont remplies du regard masculin au sens de male gaze dans le cinéma. Et du coup, en gros, les mouvements queer, ça devient une contre-culture. Et c'est ça la solution. C'est-à-dire que le problème, en fait, actuellement, pourquoi il faut de la représentation, pourquoi je parle de queer coding et de queerbaiting, parce que, en gros, c'est malhonnête. C'est-à-dire que le problème, c'est que on fait en sorte que les personnes queer, elles regardent des choses, enfin des produits de fiction qui ne leur sont pas destinés pour paraître progressistes et pour, en fait, c'est le syndrome, ce que j'appelle le syndrome de la classe bourgeoise supérieure, entre gros guillemets, parce qu'en gros, c'est des auteurs sûrement de la classe bourgeoise supérieure qui, pour se différencier des fachos, vont faire semblant d'inclure des personnes queer dans leurs histoires pour paraître progressistes, alors que, en fait, non, sauf que ça traduit une volonté de berner les lecteurs queer et berner les personnes concernées. Et donc, si les personnes queer, elles ont aucun espace mainstream où être représentées et qu'elles sont enfermées dans des projets indépendants très peu connus et qu'elles sont même effacées des films Disney, ça pose question parce que ça veut dire que les personnes queer, en fait, quand on efface ces personnes queer ou quand on fait semblant de les inclure dans l'espace mainstream, ça sous-entend que les personnes queer, elles ne sont pas admises dans l'espace mainstream et on peut transposer de la fiction en réalité en disant que les personnes queer qui regardent des films Disney, elles disent « Je suis pas acceptée dans les films Disney, ok, mais est-ce que ça veut pas dire que je suis pas acceptée dans l'espace public ? Puisque l'espace mainstream, est-ce que l'espace mainstream fictionnel n'est-il pas une allégorie métaphorique de l'espace public dans lequel les personnes LGBT subissent des violences dans la réalité ? Et parce qu'ils ne sont pas inclus dans l'espace mainstream, ils sont aussi exclus du cadre de l'espace public et subissent des violences dans l'espace public. Ça paraît logique. Il y a un continuum des violences entre la réalité et la fiction. Ok, donc continuum des violences entre la réalité et la fiction qui est cohérent, vu que l'espace mainstream dans lequel les personnes LGBT se font effacer par les grandes corporations capitalistes telles que Disney, c'est l'allégorie de l'espace public dans lequel tout le monde marche tous les jours. Et donc ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Et après en gros, ça veut dire que par exemple, le Lesbian Dead Syndrome, vu qu'on va aller sur d'autres choses. Donc le Lesbian Dead Syndrome. Donc, en gros, le syndrome de la lesbienne morte ou le syndrome du gay brûlé, c'est l'idée que une personne lesbienne, on va lui donner son bisou à l'écran pour pas être inclusif et après on va la tuer. Et une personne gay, on va la brûler après qu'il ait eu son bisou, comme ça on est inclusif. C'est-à-dire que, hop, on a coché la case diversité, c'est bon, on peut brûler le personnage, quoi. En gros, c'est ça. Et le personnage, il reste comme un carton. Et c'est une forme de tokenisme narratif, on le rappelle. Et c'est très néfaste parce que ça s'entend que les personnes gays, faire ça dans l'espace mainstream, c'est néfaste parce que ce que ça sous-entend symboliquement, métaphoriquement, qui est hyper violent, c'est dans l'espace public, les personnes gays, on peut les laisser s'embrasser, mais après, qui restent dans leur placard, quoi. Ça veut dire, on peut les laisser s'embrasser une fois pendant 10 secondes dans l'écran de nos vies. Imaginons, le cinéma, c'est la vie. Donc, l'allégorie, c'est que le cinéma, l'idée, c'est de dire... Le cinéma, c'est la vie, c'est une représentation de la société accentuée. La caméra est un miroir déformant de notre société. Et donc, qu'est-ce que ça dit quand on fait du tokenisme narratif ? Ça dit, on peut laisser les personnes LGBT avoir 10 secondes du temps d'écran de nos vies, mais après, on doit les détester, les haïr et les brûler. Voilà ce que ça dit. Après, c'est une interprétation, mais moi, ça me paraît cohérent et ça promeut un continuum de violence dans la réalité qui est néfaste. Et c'est pour ça que ces représentations-là, elles sont néfastes. L'idée, c'est de dire que c'est pas juste un personnage gay brûlé après avoir eu son bisou dans un film. C'est pas juste de la fiction. C'est une violence symbolique qui est le fruit d'une approche et de décision
politiques qui ont des conséquences dans la réalité. C'est-à-dire que il faut arrêter de dire que la représentation, c'est juste de la fiction. Moi, mon but, en fait, c'est de montrer que derrière les représentations, il y a des rapports de pouvoir et de domination qui s'exercent et que la représentation, c'est la partie immergée de l'iceberg des rapports de pouvoir qui exercent qui provoquent des discriminations qui ont des conséquences réelles pour les personnes concernées dans la vraie vie, et bien plus encore parce que la transphobie, concrètement, il y a des personnes cis de genre non conforme qui se font harceler, donc c'est aux États-Unis, mais ça peut arriver en France, dans les lieux de non-mixité. Pourquoi ? À cause de la transphobie. Donc ça veut dire que la transphobie, dans la réalité et dans les représentations, ça ne concerne pas que les personnes trans, ça concerne les personnes trans et les personnes cis. C'est pour ça que les mauvaises représentations, elles doivent être combattues, elles sont à bannir, et que l'enjeu de la représentation, c'est pas seulement de protéger la communauté LGBT dans la fiction, dans la réalité, ou de leur donner un refuge dans la fiction dans lequel les personnes LGBT pourraient fuir la réalité. Non, l'enjeu, c'est de protéger aussi les personnes de genre non conforme qui ne s'identifient pas à la communauté LGBT, qui donc se considèrent comme cisgenres et hétéros, même si elles ne correspondent pas aux stéréotypes de la femme ou de l'homme parfait. Bah, l'enjeu, c'est de les protéger, eux et elles aussi, parce que ce sont des citoyennes comme les autres, qui n'ont rien demandé et qui doivent être protégées, parce que la vérité, c'est que quand, dans l'espace public ou dans la fiction, on ne correspond pas aux stéréotypes de l'homme parfait ou de la femme parfaite selon des critères sexistes et patriarcaux, qu'on soit dans la fiction ou qu'on soit dans la rue, on est tout aussi vulnérable à la violence des personnages secondaires et à la violence de vraies personnes dans la réalité qui sont misogynes, sexistes, homophobes, transphobes, racistes. Donc, même si les personnes, elles s'identifient pas comme queer, si elles ressemblent à une personne queer, la vérité, c'est que les personnes d'extrême droite, les personnes violentes, les personnes racistes, les personnes transphobes, les fachos, ne vont pas se poser la question de savoir si une personne qui a l'air queer est effectivement queer, si elle essaye de s'intégrer dans leur camp ou pas, si elle a des valeurs conservatrices, si elle est patriote ou pas. En général, ils ne se posent pas la question, ils font des ratonnades et ils tabassent les personnes concernées, qu'elles soient cis ou qu'elles soient trans. Et c'est donc pour ça que si on veut une libération des expressions de genre et que si on veut la sécurité des personnes trans dans l'espace public, la sécurité des personnes queer dans l'espace public, ça passe aussi par dire que l'insécurité et les discriminations qui touchent les personnes queer touchent aussi les personnes cis et hétéros qui pourraient ne pas se sentir concernées. Parce que quand je dis par exemple que ce qui est vraiment énervant en fiction, c'est-à-dire que la fiction, elle vient renforcer les stéréotypes de genre et donc les attentes contradictoires qu'on attend des personnes trans, c'est-à-dire les mecs trans très masculins, les mecs trans super... Voilà, les mecs trans super masculins et les femmes trans super féminines, ce sont en fait l'application patriarcale de stéréotypes de genre renforcés par la fiction et par les représentations dans la fiction à travers notamment le regard masculin sur les femmes hétérosexuelles, mais pas que. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que le male gaze, le regard masculin dans le cinéma, dans la culture de l'art visuel et donc dans les bandes dessinées aussi, c'est la partie immergée de violence qu'il faut prendre en considération de manière intersectionnelle plus large, parce que elle concerne les personnes queer, elle concerne les femmes, mais elle concerne aussi les personnes cis de genre non conforme. L'idée, c'est de dire, oui, il y a des stéréotypes de genre et des attentes contradictoires qui sont utilisés pour gatekeeper, en gros pour dire c'est quoi les bonnes personnes trans et c'est quoi les mauvaises personnes trans, parce que c'est un peu le faux enjeu, en gros, de la fiction, en gros, quand la fiction est vue avec un œil patriarcal. On essaie de dire les personnes transgenres, par exemple, et les personnes cisgenres. En gros, l'idée, c'est de dire une personne doit être stéréotypée
dans l'expression de son identité de genre indépendamment de son genre assigné à la naissance. Et donc ça concerne à la fois les personnes cis, donc un homme cis doit être stéréotypé, et à la fois les personnes trans, les mecs trans, les femmes trans doivent être stéréotypées, et les personnes qui ne sont ni hommes ni femmes, qui sont non-binaires, et qui sont au-delà de la binarité, qui sont à genre, qui sont non-binaires, elles doivent être lisibles en tant que personnes non-binaires. Et c'est ambiphobe. En gros, c'est un mélange d'ambiphobie, de transphobie, de transmisogynie, et donc de misogynie et de sexisme avec de l'ambiphobie et de la transphobie. Pourquoi ? Parce que le terme ambiphobie, il a été inventé en 2014 sur Reddit, je crois, pour désigner justement la violence patriarcale à l'égard des personnes non-binaires et des personnes de genre non conforme, donc qui remettent en cause la binarité de genre, que ce soit par leur identité de genre. Donc en gros, l'ambiphobie, ça désigne, pour faire un résumé clair de la définition, l'ambiphobie, ça désigne la violence patriarcale à l'égard des personnes qui remettent en cause la binarité de genre, donc le fait qu'il existe des hommes ou des femmes, que ce soit avec leur expression de genre ou avec leur identité de genre, indépendamment du genre qui leur a été assigné à la naissance, à cause donc voilà. Donc voilà j'ai oublié une partie de la définition. Non, la définition là, elle est plutôt complète. Donc c'est la violence systémique exercée à l'égard des personnes qui remettent en cause la binarité de genre de par leur expression de genre ou leur identité de genre, indépendamment du genre qui leur a été assigné à la naissance et indépendamment de leur identification en tant que personne LGBT ou pas. C'est ça la définition de l'ambiphobie. Il y a 4 caractéristiques, du coup, on récapitule et après je vais essayer d'expliquer simplement les 4 caractéristiques parce que là je sens qu'il y a des gens au fond de la salle qui sont perdus. Donc, caractéristique numéro 1, l'ambiphobie, elle a un caractère systémique, donc c'est une discrimination systémique à l'égard des personnes qui remettent en cause la binarité de genre. Donc le fait que donc, la croyance ou l'opinion ou la pseudo-réalité ou la post-vérité du point de vue des personnes queer en tout cas, qu'il n'existerait que 2 genres, homme ou femme. Donc la binarité de genre, c'est ça, c'est remettre en cause par son expression de genre le fait qu'il existe que soit des femmes, soit des hommes. Et ça, il y a 2 manières de le remettre en cause. Donc c'est une violence systémique qui remet en cause la binarité de genre, soit par l'identité de genre, donc le fait de s'identifier directement en tant que personne non binaire, soit par l'expression de genre, ça veut dire ne pas convenir au stéréotype de ce qui est attendu pour un homme ou pour une femme, indépendamment du genre qui a été assigné à la naissance. Ça veut dire indépendamment du fait d'être un homme ou une femme, indépendamment du fait d'avoir été assigné à la naissance, donc indépendamment du fait d'avoir sur sa carte d'identité un F, un M, ou de vouloir qu'il n'y ait rien dessus ou qu'il y ait un X. En gros, c'est ça. Indépendamment de ce qui est écrit sur la carte d'identité, donc du genre assigné à la naissance, donc indépendamment du coup des parties génitales, des caractéristiques sexuelles secondaires qui n'auraient pas été modifiées, indépendamment du sexe biologique et de la mention du genre administratif, donc du genre qui est sur les papiers. Donc s'il y a un F ou il y a un M sur la carte d'identité, c'est pas ça que la personne violente regarde. Donc je répète. Et indépendamment au fait de s'identifier donc indépendamment du genre assigné à la naissance et indépendamment, donc il y a 5 caractéristiques en fait, j'ai rajouté systémique. Donc indépendamment du genre assigné à la naissance et indépendamment de l'identification comme queer, c'est indépendamment du sentiment d'appartenance à la communauté queer, à la communauté LGBT. C'est pas ça que les personnes violentes regardent. Quand on voit une personne dans la rue qui ressemble, qui a un visage qui paraît carré, masculin, mais qui porte une robe, on va pas se demander est-ce qu'elle s'identifie vraiment comme une femme trans ou est-ce qu'il s'identifie comme une personne transféminine non binaire ou est-ce que en gros c'est une personne qui a essayé de s'intégrer avec l'extrême droite. Les fachos, ils vont pas se poser la question,
ils vont prendre une chaise et ils vont faire comme ce qui a été fait. Donc là, je fais référence, quand je dis prendre une chaise, à la brigade anti-trave en 2018 à Paris, en France, qui a agressé 3 personnes transféminines apparemment et qui a défrayé la chronique dans plusieurs journaux, dont Le Parisien, Le Monde, etc. Et que vous pouvez retrouver en tapant tout simplement brigade anti-trave sur internet. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se posaient pas toutes ces questions, ils faisaient pas la différence entre expression de genre, identité de genre assigné à la naissance, conviction politique. Non, ils font pas la distinction. Ils tabassaient des personnes parce que elles ressemblaient à des femmes trans et parce que elles étaient au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tout. Et donc ça concerne aussi les personnes cisgenres, donc les personnes cisgenres qui sortent des carcans de l'idéal des stéréotypes masculins et féminins, qui peuvent se faire agresser. La preuve, pourquoi est-ce qu'il y a aussi eu l'affaire du carnet de correspondance ? Pourquoi est-ce qu'un carnet de correspondance où il y a des hommes qui se maquillent, ça fait autant polémique ? Pourquoi ? Parce que c'est de l'homophobie et de l'ambiphobie déguisée. Et que aujourd'hui, quand les personnes sont des hommes, elles peuvent pas être visibles avec du maquillage au lycée ou dans les lieux publics. Ça pose des problèmes. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de visibilité. C'est-à-dire que si tu es visible, tu te mets en danger. Donc pas de visibilité, pas de mixité sociale, pas de diminution de la haine. C'est la théorie de la mixité sociale. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir de plus en plus de HLM, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir de plus en plus de diversité sociale dans les quartiers ? En gros, là, j'essaie d'avoir une approche intersectionnelle pour dire que, en gros, plus les personnes, qu'elles soient racisées, qu'elles soient queer, plus les personnes issues de la diversité de manière générale, elles seront visibles et soutenues et acceptées dans la société. En gros, plus les personnes sont visibles, plus elles risquent pour leur sécurité, mais plus, en fait, il y a de l'acceptation parce qu'il y a de la mixité sociale apparente. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que la mixité sociale, elle a beau être là, si on ne la voit pas, est-ce qu'on progresse vraiment sur le sujet de la haine ? Non, puisque dans un lycée ou dans un collège, les personnes n'y voient pas d'hommes porter du maquillage, du coup, ils se posent pas de questions, ils se demandent pas... Est-ce que c'est ok pour un mec de porter du maquillage ? Est-ce que je suis toujours un mec si je porte du maquillage ? Non, il se pose pas de question, alors que cette question, elle est pertinente, même si la réponse, les personnes concernées l'ont déjà. C'est-à-dire que les hommes ont le droit de mettre du maquillage, les hommes ont le droit d'aimer porter des robes, et les hommes ont le droit, en fait, de toujours s'identifier comme des hommes, même s'ils aiment le maquillage et même s'ils aiment porter des robes. Sauf que ça, les lycéens et les collégiens, ils vont jamais l'apprendre. Et à la place, qu'est-ce que les personnes qui viennent avec du vernis à ongles et qui ont été assignés garçons au lycée et qui s'identifient comme des hommes, donc, les hommes classiques qui décident de mettre du vernis juste parce qu'ils aiment le vernis ou parce qu'ils ont l'impression que sans leur vernis, le monde est terne pour X, Y, Z raison, que sais-je, ils viennent avec du vernis, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Ils apprennent pas qu'on peut être un homme et aimer le vernis. Ils apprennent que si t'aimes le vernis et que t'es un homme, t'es forcément homo, même si t'es pas forcément attiré par les hommes toi, mais en gros, ils apprennent que même si tu t'as jamais ressenti, même s'ils ont jamais senti d'attirance homo-romantique, le fait de mettre du vernis, ça suffit à les discréditer en tant qu'hommes et à faire d'eux des tapettes, des femmelettes et tout le florilège d'insultes homophobes en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont apprendre en allant au lycée avec du vernis ? Ils vont pas apprendre à accepter qu'on peut être un homme et aimer le vernis. Ils vont juste recevoir des insultes homophobes et de l'homophobie, du coup, et avoir de la haine de soi, alors que peut-être même qu'ils n'ont jamais ressenti l'attirance homo-romantique ou homosexuelle, c'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont jamais voulu ou ils n'ont jamais été attirés par les hommes auparavant, quoi. Et ils vont prendre de l'homophobie quand même, non pas parce qu'ils sont homosexuels, mais parce qu'ils ont mis du vernis, c'est-à-dire que la féminité, en gros, c'est ça l'idée de queer coding, c'est-à-dire que un homme qui met du vernis vert, c'est forcément soit une personne non binaire, soit une personne homosexuelle. Et en fait, c'est faux. C'est une vue de l'esprit.
Mais statistiquement néanmoins, c'est pas nécessairement... En gros, quand une personne met du vernis alors qu'elle a été assignée garçon, un homme qui met du vernis, il y a un plus grand pourcentage de chances qu'il s'identifie comme queer, comme LGBT. Mais ça veut pas dire que le pourcentage il est de 100%. Ça fait qu'augmenter les chances. Et ça veut pas dire que, en gros, ça augmente les chances, mais c'est pas 100% vrai. C'est-à-dire que c'est possible d'avoir des faux positifs et donc ça ne justifie pas l'homophobie. En gros, rien ne justifie l'homophobie, pas même pour les hommes, d'aimer le vernis et être homophobe, transphobe en se basant sur l'expression de genre des gens pour leur faire du mal, indépendamment de leur identité de genre, c'est censé indigner tout le monde et révolter tout le monde. Que ce soit de la violence verbale ou de la violence physique. La question, c'est pas l'identité de genre, en fait. C'est pas être queer. La vraie question, c'est pas est-ce que vous êtes allié des personnes queer ou pas. La vraie question, c'est est-ce que vous tolérez la violence qui se base sur les apparences et sur les stéréotypes de genre. Est-ce que vous allez continuer à tolérer ou est-ce que vous allez vous engager et agir pour lutter contre cette violence? C'est ça la vraie question. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 30 minutes. Et donc, en outro, je vous souhaite de réfléchir à cette question. Quel est le monde que vous voulez? Un monde dans lequel tout le monde doit rentrer dans des cases, correspondre à des stéréotypes ou subir de la violence? Ou un monde plus ouvert dans lequel on peut sortir des cases quand on se sent confortable de le faire sans subir de pression et de violence? Qu'est-ce que vous voulez? La question, c'est vraiment ça, c'est est-ce que vous êtes pour un monde de violence qui réprime les gens qui sortent des cases? Ou est-ce que vous êtes pour l'intolérance totale et la tolérance zéro envers la violence? C'est quoi pour vous vraiment ce qui est important? C'est que les gens se fassent taper sur les doigts si ce sont des hommes qui mettent du vernis? Ou qu'on soit vraiment dans un monde plus sûr pour tout le monde, même les hommes qui aiment le vernis? En gros, la vraie question, c'est pourquoi les hommes qui aiment le vernis, qui aiment porter des hommes et qui pourtant disent toujours « je suis un homme », seraient discriminés? Pourquoi ce serait une menace pour la population LGBT? Et surtout, pourquoi ce serait une menace pour l'entièreté de la population? C'est une question rhétorique. Ce sont des menaces pour personne. Un homme qui aime le vernis, il fait de mal à personne. Un homme qui aime porter des robes, il fait du mal à personne. Peu importe son récit, en fait. Faut bien dissocier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui rentrent en considération. Il y a l'expression de genre d'une personne ne fera jamais de mal à qui que ce soit. Et le récit d'une personne qui a une expression de genre non conforme ne fera jamais de mal à qui que ce soit. Pour moi, ça paraît évident, mais je le redis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui aime les robes, qui aime le vernis, qui continue de s'identifier en tant qu'homme, dans l'absolu, fait de mal à personne. En soi, le fait qu'un homme aime les robes, aime le vernis et s'identifie toujours en tant qu'homme, ça ne pose de problème à personne en soi. Une personne qui aime le vernis, qui a été assignée garçon à la naissance et qui aime porter des robes et qui s'identifie comme une femme trans et qui dit « je suis une femme », ça ne pose en soi de problème à personne. Pareil avec une personne assignée fille qui aime porter des pantalons tout le temps, qui déteste les robes et qui ne met ni vernis ni boucle d'oreille à cause de la dysphorie de genre. Elle ne fait de mal à personne, c'est juste une personne dysphorique dans le genre, une personne transmasculine dysphorique dans le genre qui n'a jamais rien demandé. Elle ne fait de mal à personne. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle souffre, cette personne transmasculine, parce qu'elle aimerait accepter sa part de féminité, mais que non, elle peut pas parce que elle aura pu le privilège d'une forme de masculinité hégémonique. Elle va se faire harceler dans la rue, soit parce que son passing va s'effondrer un peu,
Enfin non, c'est même pas... elle va subir l'homophobie. C'est pas une question de passing, encore une fois. Même si on peut avoir une vision intersectionnelle et de se dire que bon, cette personne trans masculine, elle s'identifie en tant qu'homme, c'est un homme trans, en gros. C'est un homme qui a été assigné fille à la naissance. Il s'identifie en tant que personne trans. Il aimerait accepter sa part de féminité, mais est-ce qu'il est prêt à subir l'homophobie en plus de la transphobie? Je crois pas. Et du coup, cette personne, c'est une double peine. Parce que non seulement il y a une dysphorie de genre avec tout ce qui est féminin, mais elle peut pas se réapproprier sa féminité pour faire disparaître sa dysphorie de genre. Pourquoi? Parce qu'elle va subir l'homophobie en plus de la transphobie. Et du coup, c'est la double peine. Parce que cette personne, elle est peut-être aussi homosexuelle, et peut-être que le fait, sa dysphorie de genre, c'est pas juste de la dysphorie de genre en fait. C'est-à-dire que la dysphorie de genre, chez un mec trans gay, ce que ça peut cacher, c'est de l'homophobie intériorisée. Et ça, on n'en parle jamais. Parce que oui, chez les mecs cis, rejeter la féminité, c'est un signe d'homophobie intériorisée. Mais les mecs trans aussi, ils ont le droit d'être féminins. Et peut-être que chez eux aussi, rejeter leur part de féminité, même si c'est en partie à cause de la dysphorie, il y a une part d'homophobie intériorisée qui alimente leur dysphorie. Et si on ne déconstruit pas l'homophobie intériorisée qui alimente la dysphorie, qu'est-ce qui se passe? La dysphorie alimentée, la personne trans, elle est triste. Parce que non seulement elle refoule son homosexualité, et en plus, sa dysphorie devient de plus en plus forte. Qu'est-ce qui se passe? Elle a des pensées suicidaires qui arrivent. Et parfois, elle passe à l'acte. Pourquoi? Parce que on n'autorise pas les hommes à porter du vernis, tout simplement. Et on n'autorise pas les personnes trans à exister dans l'espace public, tout simplement. Et du coup, pour fuir la transphobie et l'homophobie, quel échappatoire il nous reste? Puisque même dans la fiction, les personnes gays, les personnes trans, les personnes lesbiennes, elles sont brûlées symboliquement. Donc la question c'est, où est-ce que les femmes échappent à la mort? Où est-ce que les femmes et les personnes LGBT, où est-ce que la minorité échappe à la mort? Puisque la mort les poursuit même dans la fiction. Comment ils peuvent échapper à la mort à part en mourant eux-mêmes? Parce que c'est ça la réalité. Pourquoi est-ce que imaginons le scénario. C'est un mec trans, il est gay, il refoule son homosexualité, il a une grosse dysphorie qui est associée à ça, parce qu'il peut pas se réapproprier sa part de féminité et être toujours considéré comme un homme trans. Il a l'impression qu'on le ramènera toujours à son genre d'assignation, parce qu'il a été assigné fille à la naissance. Et dans les histoires, il voit que les personnes comme lui, dans la fiction, sont brûlées, n'ont jamais de fin heureuse, sont effacées, sont laissées sur le bas-côté, n'ont pour seul destin que la mort. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va voir ça? Il va passer à l'acte suicidaire. Et c'est pour ça que la représentation, c'est important. C'est le reflet de violence que lui aussi, il va vivre dans l'espace public. Parce que il est en début de transition, il n'a pas forcément un bon passing. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il sort pour acheter une poire, une prune, des fruits, des légumes. Il sort faire sa vie. Et du coup, dans l'espace public, comme il est en début de transition, il a un passing un peu ric-rac. En gros, il ressemble pas vraiment à un mec cis totalement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller dans l'espace public. Comme il ressemble pas à un homme cisgenre, qu'est-ce qui va se passer? Il va vivre des violences dans l'espace public qui vont lui rappeler des violences que son personnage trans préféré a vécu dans la fiction qu'il a regardée la veille. Et il va tomber en dépression et il va passer à l'acte suicidaire. Voilà pourquoi la représentation c'est important. Parce que si dans la fiction, le personnage de fiction préféré, au lieu de subir les violences qu'il subit dans l'espace public, il y a quelqu'un qui arrive, ou alors il se défend, il y a un twist, il y a quelqu'un qui arrive pour le protéger des violences, là ça va lui donner ce qui lui manque dans la réalité, ce qu'il n'a pas dans la réalité pour affronter les violences, c'est-à-dire des outils théoriques qui ont une application pratique qui lui permettent de lutter contre les violences au quotidien et de ne pas sombrer dans le désespoir, et l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie dans laquelle cette personne sera acceptée. C'est tout pour moi, je crois que j'ai dit le vrai problème et les vrais enjeux de la représentation. La représentation, c'est pas juste de la fiction, c'est une vision du réel qui est toxique, néfaste, et c'est un transfert. Donc les mauvaises représentations, ce sont des transferts de discrimination réelle de la réalité vers la fiction qui sont néfastes pour tout le monde.
qu'on soit racisé, blanc, bourgeois, tôt ou tard, les discriminations et la représentation dans la fiction qui en est faite, donc non, tôt ou tard, les discriminations, elles vont nous rattraper dans la réalité. Et qu'est-ce qu'on aura comme souvenir, comme outil pour y faire face? Les discriminations qui sont dans la fiction. Ça veut dire que les personnes minorisées et toutes les personnes qui ont des raisons d'être discriminées, ou même les personnes qui ne veulent pas se conformer à leur genre assigné à la naissance parce qu'ils se sentent mal à l'aise avec l'idée de se conformer au genre qui leur a été assigné à la naissance, eh ben, ils vivent une double discrimination. Une discrimination dans la réalité qui est transposée dans la fiction. Où est donc l'échappatoire? La fiction, c'est censé être un échappatoire, c'est là où je veux en venir. Et donc, il faut protéger cet échappatoire parce que s'il n'y a plus d'échappatoire, le seul échappatoire qui reste, si la fiction ne peut pas remplir son rôle pascalien de faire oublier, je pense que c'est ça, oui, son rôle pascalien de faire oublier aux mortels qui sont mortels, il nous reste que la mort pour ne plus pouvoir penser du tout à l'immortalité et repenser la mortalité dans la mort comme un acte politique. C'est-à-dire que c'est vraiment triste. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous reste comme arme, comme échappatoire? Qu'est-ce qui nous reste? Si on ne fait rien, ce sera la mort. Donc si on agit aujourd'hui, c'est pour la vie, pour rendre la vie possible, pour que on arrête de vivre deux fois les discriminations qu'on vit dans la rue, une fois dans la rue et une fois dans le livre qu'on a vécu la veille, et qu'on commence à espérer qu'on puisse avoir une vie normale en tant que personne minorisée et en tant que personne qui veulent juste avoir le droit de mettre du vernis. En fait. Et c'est ça qui est important. Donc agir pour la représentation des personnes LGBT, c'est agir pour que la fiction reste un échappatoire pour tout le monde et pour un monde moins violent. Je vais vraiment finir là-dessus cette fois. N'hésitez pas à vous mobiliser.